Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nonobstant nos dispositions statutaires sur les élections, nous ne participerons pas aux élections régionales prévues dans les schémas actuels. J'ai cité là ni John Frundi, président national du Social Democratic Front, comme le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun il y a quelques jours, le leader du SDF pose lui aussi des conditions pour l'organisation du scrutin à venir. Révision et amélioration de façon inclusive du code électoral. Mise en place d'un cessez-le-feu dans les régions nord-ouest et sud-ouest et y mener de nouvelles discussions pour la résolution de la crise. Et enfin, la mise en place d'un système fédéral de gouvernance pour résoudre la crise constitutionnelle. Pendant ce temps-là, le gouvernement continue malgré tout de s'organiser. Un décret du chef de l'État vient de fixer la répartition des délégués de département et représentants du commandement traditionnel par région, bien que certains membres du collège électoral actuel soient boudés par les populations. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du vendredi présentée par Julienne Berthe Bissaï. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Élection régionale entre contestation et opposition. Pour en parler, nous avons invité ce soir des formations, des hommes politiques. Bonsoir, Willy Mengue. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux co-panélistes de Equinox ce soir qui traversent les océans et dans bientôt peut-être la planète Terre pour rejoindre Mars et Jupiter. Bonsoir à tous les amis politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le devoir citoyen appelle tout le monde droit dans nos bottes. Jusqu'à ce soir, le MRC maintient sa contestation et son opposition à toute tenue d'élections régionales dans le contexte qui est celui du Cameroun actuellement. Alors le MRC aimerait bien ce soir partager, éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur les raisons pour lesquelles cette décision a été évoquée le 24 août par le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Bonsoir Victor Tchoupo. Je rappelle, vous l'avez dit, vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Victor Tchoupo Djoumene, bonsoir. Bonsoir M. Alain Otto et bonsoir à tous les copanélistes et à tous vos auditeurs, à tous vos téléspectateurs qui ne regardent pas le monde. Ouais, vous êtes du PCRN, c'est bien cela. Et c'est bien cela. Voilà, bienvenue. En face de vous, Jean-Robert Wafo. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue, plus. C'est moi. Voilà. Je vais revenir à vous un instant. Bonsoir, docteur Rifoui. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir et un bonsoir particulier à Patrick Mani Anissé et à Marcelin Bima qui a fait un accident de moto. Dites-moi, Jean-Robert Wafo, avant, on était, vous disiez même sur ce même plateau, vous disiez que bon, on attendait peut-être une décision du NEC. Mais il y a cette sortie du chairman hier, le 2, il faut le dire comme ça, pour dire que votre parti n'ira pas à ce scrutin qui est annoncé. Mais il faut maintenant, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Donc, parce qu'avant, ça venait d'un élu de votre parti. Non, mais... Écoutez Jean-Michel Nietzsche. Écoutez, le député Nietzsche avait exprimé son point de vue. La preuve, c'est qu'il avait signé en tant que député. Oui. Il n'avait pas signé en tant que président régional du SDF. En tant que député, tout à fait normal qu'il actionne, n'est-ce pas, le mécanisme constitutionnel qui lui est dévolu, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale. Il a réagi notamment à la suite d'abord de la réunion que le ministre Atangandji a tenu avec les fonds du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et ensuite, après la déclaration du président Maurice Kamto. Bon voilà, donc il était dans son droit de le faire. Vous savez, dans le SDF, c'est la démocratie qui prime.
Il a exprimé donc son point de vue en tant que député. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de confusion à faire là-dessus. Bon, voilà, maintenant, on attendait, comme je l'ai dit tantôt, que la voix la plus autorisée, n'est-ce pas, puisse se prononcer. Et au SDF, entre deux congrès, il y a le NEC qui statue, et entre deux NEC, le président national, n'est-ce pas, peut prendre donc les décisions qui s'imposent compte tenu du contexte. La raison pour laquelle, dans ce communiqué de presse, il a bien mentionné, nonobstant les dispositions statutaires, ce qui veut dire que... sur les élections. Sur les élections, ce qui veut dire que le SDF a toujours été fidèle à ses statuts, qui commandent de prendre le pouvoir par la voie des urnes. Mais à un moment donné, quand une situation donc devient critique et que le NEC ne peut pas se réunir, le président national peut prendre sur lui, n'est-ce pas, un certain nombre de décisions après consultation, évidemment, de certains hauts cadres du parti, parce que n'oubliez pas qu'il n'est pas facile qu'on se réunisse maintenant en plein NEC, donc en plein Covid. Il n'est pas, et lui également, il se trouve hors du pays pour des raisons de santé. Donc vous comprenez très bien, compte tenu de l'urgence de la situation et vraiment de la situation terrible que le gouvernement est en train de vouloir prendre à travers l'organisation de ces élections régionales qui, comme le chairman a dit, constituera une voie vers la très mauvaise direction en ce qui concerne, n'est-ce pas, la résolution de la crise dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui, faut-il le rappeler, est la crise majeure que le pays ait connue, n'est-ce pas, depuis 1972. Voilà, toujours dans ce front du Nord, voilà. Vous êtes assis tous à ma gauche. Il y a le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Position. Vous êtes vous également opposé à toute... votre leader l'a dit le 24 août dernier. Bien sûr, Serge Alain, le MRC n'a jamais fait dans la langue du bois. C'est-à-dire le MRC n'est pas une formation politique qui est ni figue ni raisin. Le MRC a toujours, de manière claire et rationnelle, prendre position lorsque l'intérêt général de tous les Camerounais du nord au sud semble être en captivité ou même mise en péril. Il faut comprendre aujourd'hui, quand on évoque la tenue des élections régionales, c'est-à-dire cette résonance s'assimile au processus de décentralisation. La question même aujourd'hui, elle est de savoir pourquoi 24 ans après, on vient nous brandir un processus de décentralisation dont le fait dans le quotidien camerounais n'a pas encore émergé. Il faut interroger déjà les fondamentaux et voir quelle est même la vraie intention du régime en cours quant à la concrétisation de ce processus de décentralisation. Nous pouvons peut-être interroger l'histoire juste un peu, on comprend dans quel contexte le vocable décentralisation est arrivé sur la scène politique au niveau du Cameroun. Je pense que le SDF présent ici en sait mieux. C'est dans un climat pratiquement de chaos dans les années 91 qu'au lieu d'une conférence nationale souveraine, il y a eu la tripartite en 91. Alors la résolution la plus importante, c'était la décentralisation. Malheureusement, on savait que peut-être dans 2 ou 3 ans, il devait avoir une mise sur pied de la décentralisation pour venir étouffer les bulles de contestation qui émaillaient la scène politique camerounaise. On a attendu 24 ans. Hein? Il fallait au moins 17 ans pour voir la première institution de ce processus de décentralisation voir le jour, c'est-à-dire le Sénat. C'est en 2013, 17 ans après, que le Sénat essaie de voir. Voilà. Donc je dis, nous devons interroger au niveau des régionales. Parce qu'en fait, les régionales qui constituent... Elles sont annoncées, vous êtes opposés. Oui, elles sont annoncées. Il y a des raisons contextuelles, il y a des raisons claires qui poussent le mouvement pour la renaissance du Cameroun à interpeller la conscience de tout un chacun pour que ces élections qui sont annoncées ne constituent pas une énième forfaiture du régime en place. Parce qu'on ne peut pas continuer à enjamber les douleurs, horreurs et tristesses qui émaillent aujourd'hui la scène politique, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Regardons même sur la faisabilité de l'opérationnalité de cette élection. Le collège électoral, il est composé de quoi? Il faut le chef traditionnel. Sur les 63 arrondissements du nord et du sud-ouest, 13 départements, allez interroger combien de chefs traditionnels résident
Actuellement, de ce côté, depuis au moins 3 ans, non, c'est quasiment vide. De quoi sera composé le collège électoral? Comment est-ce que les chefs traditionnels qui sont bloqués à Yaoundé et à Douala peuvent se retrouver là? Donc, techniquement, nous continuons à aller vers une fumisterie. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas une véritable intention à concrétiser le projet de la décentralisation. D'où la nécessité, à la raison aujourd'hui, pour le MRC de peser de tout son poids politique, comme en février 2019, récemment, de faire fléchir le pouvoir de Yaoundé à résoudre d'abord un certain nombre de préalables qui engagent l'intérêt général. Notamment, il a été clair, le président Maurice Kamto, le 24 août, il dit sans résolution, pas de matériaux historiques et politiques de la crise sociopolitique en zone anglophone, sans révision consensuelle du système électoral qui intègre non seulement la loi électorale avec certains articles qui ne sont pas clairs, mais également toutes les instances qui sont impliquées dans ce processus. Il faut réviser de manière consensuelle pour qu'on sorte de ce bourbier. Voilà. Victoire, dites-moi, vous, au PCRN, quand vous écoutez tout ce qu'il y a comme récrimination venant du SDF et plutôt du MRC, vous dites que non, nous, on va à cette élection. Non, nous au PCRN, nous restons constants, cohérents, en l'occurrence le président l'honorable Kabalibi. Nous restons constants. Quand un parti politique, quand il est créé, c'est pour aller à la conquête des suffrages, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Ce n'est pas pour... Quand on ne crée pas peut-être un parti politique, ou un parti politique n'est pas peut-être par fantaisie, ou peut-être pour accompagner, je ne sais pas trop. Un parti politique... Le système électoral actuel, vous satisfait? Non, ce serait incongru si nous n'allons pas au régional. Nous sommes allés aux élections législatives et municipales. Vous avez des conseillers municipaux. Nous sommes allés aux élections législatives et municipales. Nous restons cohérents, nous restons constants. Et le président l'honorable Kabalibi a été très clair là-dessus. Nous sommes sur cette ligne. Nous allons aller au régional. Parce qu'il y a de cela 3 mois, en février, lors des élections législatives et municipales, il y avait la crise au Nosso dont nous parlons. Même pendant les élections présidentielles 2018, il y avait la crise au Nosso, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, si nous ne pouvons pas aujourd'hui utiliser des alibis, je ne sais pas trop quoi, pour pouvoir justifier notre non-participation, non. Le PCRN est clair. Mais non, dites-moi, Victoire, on ne nie pas qu'il n'y avait pas la crise en 2018. Mais on dit quand même qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Oui, à un moment, il faut savoir arrêter. Mais il faut comprenez ceci. Personne ne dit qu'il n'y avait pas de crise en 2018. Et les élections régionales, ça entre dans le cadre de cette résolution. Vous voyez un peu? Parce que quoi? Sortant du grand dialogue national, il y avait les résolutions qui ont été prises. Oui. En l'occurrence, les recommandations qui ont été prises. En l'occurrence, le statut spécial et les résolutions régionales sont en droite ligne dans cette posture-là. Donc, nous, on est au PCRN, nous respectons les institutions, nous participons aux élections, tout en appelant toujours à la réforme du système électoral. Mais il faut aussi qu'on précise quelque chose. Les élections régionales sont circonscrites. Je veux dire quoi? Le collège électoral a connu. Et si peut-être un parti politique n'a pas les élus, les députés, les conseils municipaux. Et je ne vois pas pourquoi les élections régionales, il n'est pas concerné. Donc c'est un peu ça. Le PCRN a les conseils municipaux, pas des moindres. Même si il faut reconnaître que si peut-être d'autres partis politiques avaient participé, l'opposition dans son ensemble devait avoir un bon poids de conseillers municipaux et cela pouvait faire bouger les lignes. Okay. Donc c'est un peu ça notre position au PCRN. Docteur Ifoué, comment vous avez accueilli cette annonce du Social Democratic Front, du chairman qui dit que le SDF ne va pas participer? Vous acheminez à une victoire à la... Non mais écoutez... Ça vous arrange au RDPC? Le SDF ne soit pas partant, le MRC? Bon, un peu surpris, mais honnêtement, on a de la peine à suivre la position du SDF. Je tiens à préciser qu'une des résolutions de ce parti l'oblige à participer de manière systématique aux élections. C'est d'ailleurs pour ça que le chairman dit, nonobstant les dispositions statutaires sur les élections, parce que les dispositions statutaires du SDF les obligent à participer aux élections. Maintenant, il faut quand même rappeler que... Attendez une minute. Jean-Robert Wafo, c'est bien ce qu'il dit là? Vous oblige à participer à toutes les élections? Nous avons
c'est l'article 3, alinéa 2, qui dit que nous prendrons le pouvoir par voie d'élection. Ok. Donc, il faut quand même rappeler que... c'est la raison pour laquelle le chairman a dit nonobstant. Et quand il dit nonobstant, ça veut dire qu'il rappelle que c'est parce que les faits sont extrêmement graves. C'est un cas de force majeure. Tout à fait. Voilà. Okay. Vous avez Donc, compris. Maintenant, il faut rappeler une chose très simple, c'est que avant les élections législatives et municipales passées, le SDF avait déjà menacé de ne pas prendre part aux élections. C'est une sorte de chantage dont on est habitué de la part de ce parti. Ça ne nous surprend pas. Je suppose qu'ils ont... Vous voulez nous faire croire que le SDF finira par participer, hein? Voilà. Justement, il faut rester prudent. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un front du non. Il y a une tendance du SDF que j'appelle le SDF, tendance MRC, qui est alignée sur la position du MRC. Mais la position du chairman que j'ai lu n'est pas une position qui s'aligne sur celle du MRC. Le chairman fait l'apologie du fédéralisme qu'il considère comme le système le mieux adapté. Mais je suis désolé pour lui, chairman, avec tout le respect que j'ai pour vous, votre parti n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez donc pas imposer le fédéralisme aux Camerounais. C'est le RDPC qui a la majorité et il ne va pas retenir vos propositions simplement pour vous faire plaisir. Ça, il faut que ce soit clair. L'autre chose que je voudrais dire, et je pense que ça c'est plus fondamental, c'est qu'il faut vraiment être du MRC pour suivre la danse bafia de ce parti relativement à la participation aux élections. Avant les élections législatives et municipales, le MRC par son président nous a dit on va aller aux élections justement pour résoudre la question du nord-ouest et du sud-ouest, justement pour régler la question du code électoral. Et puis le 25, quand Maurice Kamto décide de manière unilatérale, sans consulter personne, vous êtes du MRC? Est-ce que vous êtes du MRC? Mais comment vous savez? Je tiens à vous rappeler que Michel Doki a quand même fait un tweet et elle a avoué sur les plateaux de télé qu'elles n'ont pas été consultées. Ça, ce sont ses propos que je rapporte. Donc, sauf si quelqu'un dément ces propos-là, mais elle a bien indiqué qu'ils n'ont pas été contestés. D'ailleurs, un de ses tweets disait que maintenant que le père a décidé de rompre ses fiançailles avec le peuple, elle va aller lui demander des comptes. C'était bien pour indiquer que c'était une position à laquelle elle n'avait pas été associée. Donc, et quand il décide de ne plus aller aux élections, on vous dit, c'est justement pour les raisons pour lesquelles il fallait y aller. C'est-à-dire qu'on n'y va pas parce que le système électoral n'est pas consensuel, on n'y va pas parce qu'il y a la crise dans le Nozo. Et puis récemment, le même parti vous dit, il faut vous inscrire sur les listes électorales. Or, on nous avait indiqué précédemment qu'aller aux élections, c'était acter la partition de fait du Cameroun. Mais j'ai envie de demander, est-ce que quand on demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, on n'acte pas la partition du Nozo en deux? Parce que l'inscription sur les listes électorales, c'est un acte politique. Donc, il faut que les gens soient cohérents. Dernière chose, bon, c'est très facile de dire « je n'y vais pas quand je suis non partant ». Et c'est un peu la position du MRC. C'est un parti qui ne peut pas participer aux élections régionales. Dans le cas du SDF, s'il décide de ne pas participer, effectivement, c'est un boycott. Mais si le MRC ne participe pas, ce n'est pas un boycott. Ils ne peuvent pas participer à cette élection. Donc si vous dites à un cheval non partant, tu ne pars pas. Attendez, qu'est-ce que ça signifie? Mais vous êtes non partant, vous n'avez pas de conseillers municipaux. Or, cette élection concerne les partis qui ont des conseillers municipaux. Le SDF en a, le PCRN en a également. Donc c'est une position qui est incompréhensible. Bon, je les comprends en même temps, il faut continuer à exister. Comme titrait un canard, il est à la conquête de l'espace, donc il faut qu'il fasse parler de lui par tous les moyens, et c'est un peu ça la situation du MRC. Il faut qu'on fasse parler de son parti. Moi, je veux revenir... Est-ce que demander en soi que le système électoral soit revu, soit toiletté, on peut le dire comme ça, que la crise nord-ouest et sud-ouest trouve une solution, est-ce qu'il faut forcément... Est-ce que ça n'arrange pas tous les Camerounais? Si le MRC le demande, qui a intérêt à ce que la guerre se poursuive au nord-ouest et au sud-ouest? C'est une question très intéressante. Oui. Mais moi, je sais ce que le gouvernement a fait pour amener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, depuis que cette crise a commencé. Le gouvernement a commencé par déployer l'armée pour empêcher que la terreur que certains veulent faire réel là-bas s'installe. Le gouvernement a organisé le grand dialogue national qui a accouché du Code général de décentralisation, dont c'est souvent enorgueilli le SDF, parce qu'ils nous ont dit sur les plateaux de télévision que c'est eux qui l'ont obtenu au forceps. Le gouvernement
a créé une section anglophone à la Cour suprême et à l'ENAM. Le gouvernement a recruté plus de 1000 enseignants anglophones. Le gouvernement a recruté plus de 1000 traducteurs. La main tendue du gouvernement est toujours présente. En face, il y a eu quoi? En face, il y a eu Florence Ayafor. En face, il y a eu Comfort Toumassan. C'est ça que nous avons comme réponse. Le chef de l'État est disposé à discuter de la paix dans cette région-là. Mais je constate qu'il n'y a pas de volonté en face. Parce que ces individus, les leaders de ces mouvements-là, ont un agenda clair, c'est partitionner le Cameroun. Et je le dis, le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'a pas reçu mandat pour discuter d'une question comme celle-là. Donc nous sommes prêts à aller au dialogue avec tout le monde à partir du moment où la question de la sécession ne se pose pas. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas disposé. On va pas dialoguer, hein. Voilà, on ne peut pas dire que... Mais si vous voulez qu'on dialogue sur la sécession, effectivement, il n'y aura pas de dialogue. Parce que nous n'irons pas dialoguer, nous n'irons jamais à une rencontre. Il faut parler de partition du Cameroun. Pendant ce temps, le sang coule. Oui, malheureusement, le sang coule et il est possible que le sang continue à couler. Nous le regrettons. Et justement, l'armée est déployée dans ces zones pour ramener la paix. Et je salue le travail de ces braves soldats, dont un est tombé récemment encore sous les balles de ces assassins. Leur mandat, c'est de ramener la sérénité au sein des populations. Et d'ailleurs, quand vous voyez le mode opératoire des rebelles sécessionnistes aujourd'hui, c'est pratiquement le chant du cygne. C'est-à-dire que ce sont des actions violentes qui visent à frapper les esprits, mais c'est bien parce que leur capacité d'action est réduite qu'ils en sont à poser des actes d'éclat pour frapper l'esprit des Camerounais. Mais ce que je veux dire pour finir, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est que les régionales doivent avoir lieu pour une région très simple. Nous avons, dans le cadre du grand dialogue national et dans le cadre du Code général de décentralisation, acté du statut spécial. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce statut spécial, qui, je le rappelle, a été salué par les plus éminentes personnalités de la région anglophone, par nos principaux partenaires? Je tiens encore à indiquer que Tibor Nagui, dans une intervention récente, indiquait que les États-Unis sont disposés à accompagner le Cameroun dans le transfert de pouvoir vers les collectivités territoriales décentralisées. Mais il s'en trouve ici, sur ce plateau, il s'en trouve au Cameroun pour nous dire il ne faut pas mettre sur pied les régions. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre le statut spécial s'il n'y a pas ces élections et si ces institutions ne sont pas mises en œuvre? Ce sont les mêmes qui, de plateau en plateau, se sont toujours plaints en disant le gouvernement n'a pas achevé la décentralisation. Le jour où le gouvernement dit ok, allons-y, ils vous disent non, il faut tout arrêter. Ce n'est pas cohérent. Ok, mais justement, Jean-Robert Wafo, justement, dans ce communiqué du chairman, communiqué presse du chairman Nigel Fundi, il dit que des députés ont été élus par moins de 1% de la population et que 7 mois après, ce simulacre sont ces expressions, simulacres d'élection, ceux-ci ne sont pas en mesure de retourner dans leur circonscription. Donc ils voient mal comment des personnes, des députés, conseillers municipaux, voient mal comment des personnes qui sont, pour lui, illégitimes, vont élire d'autres. Donc pour lui, il y a forcément un problème. D'abord, je veux dire... Corsé depuis février 2020. D'abord, je vais dire à M. Rifoué que s'inscrire sur une liste électorale, c'est d'abord un devoir citoyen. Ce n'est pas forcément un acte politique. Puisqu'il y a des indécis, il y en a qui s'inscrivent et qui ne partent pas voter pour un parti politique. Donc vous devez corriger cela. De deux, quand le chairman le dit, oui, c'est clair, nous avons tous vu les images du général qui commande les troupes là-bas. C'est lui qui est allé au front, Valenka. C'est lui qui est plutôt allé vers les populations pour leur dire, pour les supplier, pour leur dire, ok, essayez d'être vigilants, dénoncer, n'est-ce pas, les agissements, les comportements suspects. C'est un général qui y va. Où sont les élus? Vous vous rendez compte? Les élus sont incapables d'aller rencontrer les populations. C'est pour ça que le chairman parle de simulacre d'élection. Au point où c'est un général. On n'est pas en état d'urgence. À ce que je sache. Alors, si les élus sont incapables d'aller rencontrer les populations, puisqu'ils prétendent qu'ils sont légitimes, alors de qui tiennent-ils cette légitimité? Non, en réalité, il s'agissait d'un simulacre d'élection. Et le Conseil constitutionnel, quand nous avons attaqué
n'est-ce pas, les premiers résultats. Le Conseil vient donner raison au SDF en faisant état de ce qu'il n'y a pas eu élection dans les circonscriptions que nous avons, où nous avons déposé un recours. Le Conseil constitutionnel l'a dit et a recommandé les élections partielles. S'il y avait eu élection, le Conseil constitutionnel n'aurait jamais ordonné qu'il y ait reprise des élections. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel lui-même sait qu'il n'y a pas eu élection. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Les choses se sont empirées. C'est ça qui est la réalité. La preuve, c'est quoi? C'est que tout un général est obligé d'aller jouer le rôle des élus. Vous vous rendez compte? La politique, c'est les symboles. Les symboles comptent en politique. Un général, plutôt que d'être dans les casernes, plutôt que de commander des opérations à distance, qu'il aille plutôt se fondre au sein de la population pour dire « Je vous en prie, faites ci, faites ça, machin. » C'est un bon général, ça. Alors que, monsieur, un général dans un état civil, dans un régime civil, c'est dans les casernes. Mais c'est un bon général, ça. Intégrer cela, monsieur. Un général, je dis un général, dans un régime civil, c'est dans les casernes. C'est ce que vous dites. Mais on a vu le président Déby aller au front, rencontrer même les populations, accompagner les soldats. Vous qu'est-ce que vous racontez? Et général, même le président de la République peut aller. Et le général, puisque le chef des armées, il ne faut pas dire n'importe quoi, tout est général. Est-ce qu'il y a état d'urgence là-bas? Non, je n'ai pas parlé de l'état d'urgence. Est-ce qu'il y a état d'urgence? Il n'y a pas d'état d'urgence, mais j'ai dit c'est dans son rôle, dans le rôle de l'armée. Qui a la parole? Oui. Je vous en prie. C'est la guerre contre qui? Vous dites? Le Cameroun est en guerre contre qui? Non, le Cameroun. Parce que vous avez parlé d'Idriss Déby, donc c'était contre les terroristes. Et qui sont des terroristes? C'était contre les terroristes. C'était contre les terroristes de Al-Qaïda. Je vous en prie, c'était les terroristes. C'était pas contre les terroristes de Boko Haram, c'était pas contre les Tchadiens. Quand vous regardez ce qui se passe au Nosso aujourd'hui, avec les décapitations, tout ce qui se passe, quelle est l'expression qu'il faut utiliser à cette place? Quelle est l'expression qu'il faut utiliser? Moi, je pense que c'est du terrorisme. Il faut utiliser le mot terrorisme. N'ayons pas peur. Quel terroriste? Mais ceux qui décapitent, ce sont des terroristes. Ceux qui empêchent les enfants d'aller à l'école, ceux qui empêchent les enfants, les mamans d'aller à leurs occupations, d'aller dans leurs champs, ce sont des terroristes. Il faut utiliser le mot qu'il faut. Ce sont des terroristes. Moi, j'ai dit ceci. Le drame. Moi, j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit ceci. Je vous en prie. Le drame d'un homme politique, c'est de regarder les conséquences et pas les causes. Vous avez compris? C'est de regarder les conséquences et pas les causes. Je sais bien, vous êtes encore jeune. En 90, je ne sais pas quel âge vous aviez. J'étais pas encore né déjà. En 96, bon, moi je comprends très bien. Je comprends dans votre naïveté. Non, ça ne veut pas dire pas l'histoire. Ici, on parce que ce que je vais vous dire, à la tripartite, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui voulaient le statu quo, qu'on reste au niveau de l'État jacobin, centralisé, ultra centralisé. Et il y avait les fédéralistes. On a coupé la poire en deux. On a dit qu'il faut la décentralisation. Parce qu'à l'époque, en 90, c'était le mot qui était en vogue, donc en vigueur en France. Et on avait mis sur pied un comité de suivi des résolutions de la tripartite. Est-ce que vous savez que ce comité n'a jamais siégé? Quelques années après, il y a eu la constitution de 96. On a acté la décentralisation. Vous comprenez? Parce que le comité de suivi avait pour mission, entre autres, d'évaluer de façon constante l'avancée du processus de la décentralisation et, si possible, voir des conditions pour accéder au fédéralisme. Ça n'a jamais siégé. Pourquoi? À cause de la roubladise, du double langage, du cynisme, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent. En 1996, on a inscrit la décentralisation dans la Constitution. Ça n'a jamais marché. Elle est mornée. Et si vous voulez, je vous donne quelques chiffres. Je ne dis pas que la décentralisation n'a pas marché, c'est pour ça que nous, au PCRN... Je vous en prie. Je dis que ça n'a pas marché. Maintenant, vous revenez avec le statut spécial. Ce n'est pas un élément nouveau. Le statut spécial est contenu dans la Constitution de 1996, l'article 62.
On n'a que réveiller cela. Et prenons justement ce statut spécial. Quand vous prenez le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il est mentionné quoi dedans? Que le sous-système judiciaire anglophone, le sous-système éducatif anglophone feront l'objet de lois spécifiques. Où sont ces lois spécifiques? Près d'un an. Après le grand dialogue national, c'est bon. C'est un peu comme... Et aujourd'hui, on nous fait comprendre, et aujourd'hui, on nous fait comprendre que les élections régionales, c'est le parachèvement, n'est-ce pas, des institutions de la décentralisation. C'est un peu comme un enfant. C'est-à-dire que vous lui dites, si vous passez le CEPE, je vous achète un ballon gonflable. Il passe le CEPE, vous ne lui donnez rien. Il passe le BPC, alors qu'il attend un vélo, vous venez donc lui proposer un ballon gonflable qui est de surcroît percé. Comment il va réagir cet enfant? Non, la décentralisation n'est plus à l'ordre du jour. Le problème anglophone, c'est un problème politique. Il y a une crise politique, on ne répond pas à des solutions politiques. La solution politique, c'est le retour au fédéralisme. Pourquoi les gens ont peur du fédéralisme? Avant 1972. Pourquoi les gens ont peur du fédéralisme? Est-ce que vous savez, puisque vous êtes encore jeune, moi je vous comprends très bien, vous savez ceux qui ont peur du fédéralisme? Ce sont ceux qui ont transformé la manne financière de l'État centralisé, de l'État jacobin, en leur mamelle nourricière. Est-ce que vous savez que pour uniquement les salaires fictifs, on a détourné dans ce pays 1920 milliards de francs CFA en 20 ans. Est-ce que vous savez que cette décentralisation dont vous parlez, on parle des conseils régionaux. Vous avez dit que vous irez dans ces conseils régionaux. Quels sont les mécanismes de financement de ces conseils régionaux? Quelles sont les sources de recettes? Il n'y a aucune loi. Par exemple, en termes d'impôts soumis à péréquation. Quand on parle d'impôts soumis à péréquation, c'est par exemple les centres actionnaires communaux. On dit à 10%, on dit 10% à l'État, 20% au FECOM et 70% aux communes. Et là où il y a les communautés urbaines, c'est 28% aux communautés urbaines et aux communes. Et le reste, 42%, c'est pour la fidélité. Merci, Jean-Pierre. Il n'y a pas ça. Vous allez donc vous baser sur quoi? Et le ministre des Finances vous a clairement dit que les 15%, il faut attendre en 2022. Ok. Merci. Alors, vous allez faire quoi? Willy Mengue, la sortie de votre leader le 24, le professeur Maurice Kamto, il a posé un certain nombre de conditions avant pour que, si jamais il y a convocation du collège électoral, ces conditions devaient être remplies d'abord. Mais on constate depuis quelques jours que le gouvernement semble aller tout droit vers cette élection. Il y a d'abord le décret qui fixe la répartition des représentants délégués de département et aussi du commandement traditionnel. C'est désormais connu. Comment vous réagissez à tout ça, malgré ce qu'on a appelé les menaces du professeur Kamto? De toutes les façons, le gouvernement de M. Biya est responsable de tout ce qui pourra arriver. Puisque la ligne rouge a été parfaite. C'est un citoyen à une mobilisation générale où les élections régionales se tiendraient, le corps électoral serait convoqué, puisque l'interrupteur, le collège électoral, lorsqu'il est convoqué, ça c'est le déclenchement de la mobilisation. Et lorsque vous regardez comment ça se passe là, oui, justement, ils peuvent s'arrêter. Justement, on comprend que le gouvernement fait pied de grue. C'est le mépris, c'est la condescendance, sauf que, je dis, il y a une ligne rouge qu'ils ne doivent pas affranchir. Aujourd'hui, en fait, le MRC n'est plus isolé dans la position. L'appel à la mobilisation générale, mobilisation citoyenne, le Front populaire, républicain, tant pour moi. La sortie du SDF vous réconforte. Bien sûr, ça réconforte. Surtout Jean-Michel Nietzsche. Mais bien sûr, il faut comprendre qu'en fait, le SDF a une responsabilité historique et morale quant à peser sur tout son poids dans la résolution de cette crise honteuse que nous entraînons depuis 4 ans. Le SDF a une responsabilité morale. Voilà pourquoi même lorsque le SDF annonce le boycott des élections locales en février 2019 et que par la suite il ravise 2020, et que par la suite il ravise sa position, nous avons été un peu déçus parce qu'en fait le SDF pèse
dans les zones anglophones, politiquement parlant. Donc, en fait, la position SDF aujourd'hui, qui suit l'appel du peuple lancé par le professeur Maurice Kamto, ça réconforte un peu notre position. Et outre SDF, il y a un nombre important de gens, que ce soit parmi les syndicalistes, que ce soit au niveau de la société civile et d'autres formations politiques, qui ont répondu favorable à l'appel du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Il faut comprendre qu'en fait, le gouvernement, nous savons très bien qu'il veut affronter, il veut tester la capacité du MRC à rester constant dans ses positions. Sauf que nous ne sommes pas obligés d'arriver à une situation, un scénario peut-être tel, un scénario du Venezuela, par exemple, un affront populaire. S'il faut tester l'affront populaire, on ne peut pas tester le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'appuie justement sur son poids politique, populaire, diplomatique, pour faire pression au gouvernement. Nous avons payé dans notre boycott, vous savez, on a payé, c'était le tribut à payer pour qu'il n'y ait pas la tenue des élections locales. Bon, il y a eu des sacrifiés, tant mieux. Nous continuons aujourd'hui à dire que, au nom du bien collectif, au nom d'un malaise, d'une crise que nous entraînons, vivement que pas de solution politique, une concertation politique avec tous les acteurs qui sont intéressés, on puisse d'abord résoudre par les moyens politiques la crise en zone anglophone et que le système électoral soit révisé. Regardez, il y a un article qui a un problème. Quand on parle du code, parce qu'on dit réviser, il faut regardez pas l'article 44 du code électoral. L'article 44 dit ceci: au cours du processus électoral présidentiel, par exemple, le président de la République, qui est candidat en liste, peut démettre de leur fonction le président du conseil électoral, ainsi que le directeur. de suite. Vous voyez, ça fait ainsi que le directeur général et l'adjoint. Vous voyez, ça fait un problème. Alinéa 2. Et cela ne garantit pas la neutralité de Elekam. Il y a l'article 32. Si vous ouvrez l'article 152, l'administration a une implication importante dans le processus électoral. Or, l'administration doit être neutre. Les autorités administratives ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel dans le processus électoral. Le code électoral le dit, ce n'est pas normal. Si bien qu'au sortir des élections de la mascarade électorale 2018, même l'ECAM lui-même, inférieur à l'État, était obligé de rappeler au gouvernement qu'il y a des articles qui doivent être revus. Tout cet ensemble-là, en fait, c'est pour ouvrir un espace politique qui permet que M. Alain Otou, M. Willy Menge, dans son choix de représentant, en jetant son bulletin dans l'urne, que votre choix puisse être compté. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela peut être interprété de manière négative. Le MRC ne milite pas, ce n'est pas une formation politique qui a pour ambition de promouvoir quelques postes électifs ou nominatifs pour ses militants. Parce que j'ai entendu le PCRN, parfois, qui est perçu comme une filiale du RDPC, dit que la formation politique, c'est d'abord le pouvoir. Non! Il faut avoir une vision étatique. Nous avons la responsabilité aujourd'hui d'améliorer l'horizon. L'horizon commun. Même s'il faut qu'on se sacrifie par rapport à ça. Oh, la formation politique n'est pas seulement là pour chercher des postes nominatifs ou électifs. Être pouvoiriste pour une formation politique, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas un regard stratégique. N'entrons pas dans ce jeu. On ne peut pas aujourd'hui continuer, je l'ai dit, enjamber les douleurs et les horreurs. Regardez les informations, la résurgence des violences dans le nord-ouest, le sud-ouest, outre Boko Haram. Il y a tellement de problèmes. Hein? Le Cameroun a engendré un nombre de crises depuis 2010 sans issue aujourd'hui. C'est-à-dire aucune de ces crises, que ce soit la crise politique, les crises sociales, la crise... les forfaitures sur la gouvernance publique, grand projet, Coupe d'Afrique des Nations, voilà la gestion de la Covid-19, 135 milliards, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il faut sortir de ce bourbier. On a besoin de se reconvertir. Il faut voir clair, il faut éclairer l'horizon pour l'intérieur de tout. C'est la raison pour laquelle le MRC, je vous l'ai dit, est ni figue,
ne se positionnent pas comme les formations politiques qui n'ont pas de coloration. On a une coloration radicale envers le régime parce que le régime... Radical parce que le régime lui-même a été radical. Un régime kleptocrate. C'est-à-dire, en fait, quand on prend comme la corruption et le détournement comme marge de manœuvre, il y a un problème. Ça crée l'injustice. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ceux qui sont courageux dans nos institutions se sont levés. Posons-nous la question d'où sort cette contestation. C'est l'injustice. C'est des erreurs, des écueils sur la gouvernance politique et publique. Donc, vivement que l'appel du 24 août lancé par le mouvement pour la nation du Cameroun soit entendu pour l'ensemble des citoyens qui ont foi à un nouveau Cameroun. Victoire. Oui, je ne savais pas que les petites querelles des réseaux sociaux pouvaient se retrouver encore sur le plateau. Je pensais qu'on pouvait bien éviter. J'aimerais rappeler à mon confrère, à mon copanéliste du MRC que en 2013, je pense que c'était déjà Boko Haram en 2013. Je ne me trompe pas. Ils sont encore 2014. Mais déjà en 2013, ils sont allés aux élections. Même le président, M. Kamto, était aux élections législatives. Ils ont eu un député, je vais dire c'est un breton de député, qui n'a jamais donné un bilan que ce soit. Donc, peut-être que c'était des postes nominatifs, comme vous dites. Peut-être on l'avait nommé, puisque vous êtes en train de parler des postes nominatifs. Peut-être on l'avait nommé. Vous dites des choses. Vous dites des choses. Vous nommez quelles que soient les conditions. Non, peut-être vous l'avez eu, puisque c'était dans ce même contexte avec le même code électoral co-rédigé par votre président. Vous voyez un peu, il ne faut pas dire des choses. Aujourd'hui, vous voulez exister, c'est normal. C'est pas facile de faire 5 ans. C'est pas facile de faire 5 ans sans élu. S'il vous plaît, je vous ai pas coupé la parole. Vous pouvez permettre. Vous pouvez permettre, je suis désolé, vous pouvez permettre là. Allez-y. J'ai dit ceci, vous ne pouvez pas, c'est pas facile de faire 5 ans sans élu. Il faut exister, il faut créer les non-hold-up. Il a dit ceci, il faut créer tout les slogans, les ceci. Pour pouvoir exister, c'est pas facile d'attendre 5 ans comme ça. Il faut à tout prix qu'on parle d'eux. Et du coup, ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. J'ai dit, le collège électoral ne concerne pas le MRC aujourd'hui. Vous n'avez pas d'élus, ça ne vous concerne pas. Et vous n'avez pas déjà la possibilité de mobiliser. Le seul leader au Cameroun actuel capable de mobiliser la jeunesse, c'est le président Capral Libi. Et tant qu'il n'est pas associé dans votre plan macabre d'insurrection, je ne pense pas que ça pourra marcher. Donc, contentez-vous du burst derrière votre clavier et tout. Comme vous avez l'habitude de le faire. Mais nous, au PCRN, nous sommes dans le combat pour l'autonomie, puisque nous sommes pour le fédéralisme communautaire. Et je pense que le président Cabral Libi est clair. Nous sommes républicains, nous participons à toutes les élections, tout en nous battons pour que la décentralisation puisse être vraiment forte. Et vous voyez notre maire des ECA. Le maire des ECA, M. Ndjok, le travail qu'il a là-bas pour la décentralisation, le combat qu'il a avec les préfets, les sous-préfets, j'apprécie aussi. Si vous demandez à votre maire s'il croit encore à la décentralisation, lui, il va dire non. Mais lui, il croit, puisqu'il se bat pour cela, il va dire non. Plus qu'il se bat et ça marche. Je dis, il va dire non. Aussi beaucoup le combat que il dira non. À ce niveau-là. Donc, nous, en attendant mettre sur pied le fédéralisme communautaire, et qui sera l'une des formes de l'État les plus élogieuses pour pouvoir résoudre le problème du Cameroun, puisque aujourd'hui, le problème du Nord est devenu un problème linguistique. Le Sud-Ouest, oui, puisqu'on parle de langue, tout est parti de là. Mais regardons de plus... Mais les premières marches parlaient de quoi? Il faut les magistrats dans les tribunaux, c'était les revendications corporatrices. Les lignes d'arrêt. Traduction. Les lignes d'arrêt drôle. Il veut retourner au système fédéral. C'est impossible aujourd'hui. Moi aujourd'hui, mais c'est vous qui parlez du fédéralisme communautaire, non? Et le fédéralisme communautaire n'est pas ce fédéralisme dont vous parlez. Votre fédéralisme, c'est le fédéralisme dont il y aura le Cameroun francophone, le Cameroun anglophone. C'est pas ça pour nous le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire aujourd'hui, nous allons nous baser sur les départements qui sont déjà des communautés. Les départements, regardez bien, sont déjà des communautés. Et maintenant, nous allons juste essayer de réajuster des choses qui ont été éparpillées. Par exemple, vous allez prendre peut-être l'Union Ekele qui diviser la Sanaga et tout. Nous allons juste arranger les choses. On peut se retrouver avec 30 régions que nous allons appeler les régions identitaires, qui n'a aucun rapport avec ce fédéralisme d'avant 1972 dont vous parlez. Moi, je suis nostalgique du Cameroun allemand, c'est-à-dire que le Cameroun qui allait jusqu'au Nigeria. Moi, je suis nostalgique. Et vous voulez qu'on revienne au fédéralisme? Les populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, qu'est-ce qu'ils ont en commun à part la langue?
Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les populations du sud-est sont plus proches du littoral, ils sont plus proches des Savoies. Ce sont des Savoies à 70%, 80%. Ils n'ont rien en commun. Ça veut dire que nous, on n'est pas là pour ce fédéralisme qui a été... incroyable. Ce fédéralisme, les séquelles de la colonisation. Moi, j'ai dit aujourd'hui, en attendant que nous prenions le pouvoir, pour pouvoir mettre le fédéralisme communautaire, nous allons continuer à participer aux élections. Nous respectons les institutions et nous continuons à appeler pour la modification, pour l'amélioration du système électoral. Et qui dit système électoral, ça veut dire qu'il faut toucher aussi à la Constitution. La Constitution, ça veut dire que mettre sur pied un scrutin universel direct à 2 tours pour un mandat de 5 ans, puisqu'il ne faut pas seulement améliorer le code électoral dont le professeur Kamto avait co-rédigé, il faut toucher au système électoral entier. Ça veut dire qu'il faut toucher à la Constitution. Ça, c'est le combat que nous faisons et je pense que dans le cadre de la modification du système électoral, et le président Cabral Libi, le Nord Cabral Libi avait le panel des députés. Ils sont en train de réfléchir là dans ce sens pour pouvoir apporter ce débat au niveau de l'Assemblée nationale. Le président Cabral Libi, ce n'est pas l'honorable Cabral Libi. Le président honorable Cabral Libi, puisque nous l'appelons comme ça. Et c'est pour ça, pour pouvoir rechuter à M. Wafo qui parlait de M. Nietzsche, qui avait dit un certain nombre de choses sur votre plateau là, lors de son passage. Quand on dit que les élections n'ont pas, ce ne sont pas les députés et de l'opposition ne peuvent rien proposer, ne peuvent rien apporter. Vous voyez comment nos députés se battent, ils sont battus pendant la Covid-19, ils ont dépensé et ils ont même sorti l'argent de leur poche avant de percevoir l'argent des micro-projets. Imaginez s'ils n'étaient pas des députés, est-ce qu'on devait avoir ces actions? Ça ne suffit pas. Et M. Nietzsche, il a déjà 4 mandats. Quel est son bilan? Quel mandat, c'est combien en argent? Non, on ne va pas tout mélanger. Non, il ne faut pas mélanger. Non, on ne mélange pas tout. Regardez, vous avez parlé de M. Nietzsche. Vous avez parlé de lui en disant qu'il était la première personne à dire qu'on ne devait pas aller aux élections régionales. Et je profite là pour... On a une thématique. Donc, il faut le laisser. Il est en pleine déclaration juvénile. Il faut le laisser. Non, vous toi, tu parles de ma jeunesse. En quoi ma jeunesse a avec le débat que nous sommes en train de débattre là? Moi, je ne vois pas. Moi, je vous dis, c'est de vérifier et recadrer les choses. Merci Victoire. Docteur Rifoué. Le RDPC, bon, le gouvernement semble, comme a dit Willy Mengue, et Jean-Robert Wafo fait la sourde oreille. Les élections vont se tenir. Les élections se tiendront. Elles sont certaines. Maintenant, est-ce que parfois vous ne dites pas au RDPC que ces gens-là ont quelque part raison? Non, mais écoutez, sur l'amélioration, puisque vous voulez qu'on en parle, sur l'amélioration du code électoral. Non, même le NOZO, déjà. Oui, comment ça? Parlons du NOZO. On sait que pour le code électoral, vous n'allez jamais lâcher du lest. Si vous êtes au pouvoir, c'est normal, c'est de bonne guerre. Oui, mais pour le NOZO... Oui, mais ce que je dis, et je vais peut-être, vous allez me condamner à me répéter, ce que je dis est simple. Le gouvernement reste ouvert à toute initiative qui peut permettre le retour de la paix dans les limites du mandat que le président de la République a reçu du peuple camerounais, c'est-à-dire sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Autrement dit, il a le mandat de ne pas céder 1 centimètre, 1 pouce de territoire à... Est-ce que c'est ce qui ressort de l'autre côté? Ils disent qu'ils veulent des concertations inclusives. C'est-à-dire qu'ils pensent que le grand dialogue national pour eux, c'est un échec. Il faut élargir à d'autres acteurs. Tous se mettre ensemble. Oui, je suis désolé, ce n'est pas... C'est pour ça que quand tu parles de concertation nationale, le SDF également parle de manière inclusive. Oui, je suis pour sortir de cette crise. Première chose, le statut spécial dont nous parlons. Il y a une commission qui y travaille. Et Jean-Robert Wafo sait très bien que le SDF est étroitement associé au sein de la commission qui y travaille. Donc, s'il y a même du retard sur ce statut spécial, le SDF en est également coupable. Étroitement associé. Oui, vous êtes étroitement associé. De quoi vous parlez là? Je maintiens mes déclarations. Je dis, il y a une commission qui travaille sur le statut spécial. Je n'ai pas à le déclarer ici, mais votre parti quand vous faites des déclarations est étroitement associé. Donc, s'il y a même un retard, vous y êtes responsable. Vous me laissez développer, s'il vous plaît. Le statut spécial, je suppose qu'il sera certainement les textes particuliers, parce qu'il en fait partie, les textes particuliers issus du Code général de la décentralisation. Ils sont au nombre de 33. Le Mindevel, il travaille avec les ministères concernés.
Donc, ces textes vont arriver. Nous avons eu la Covid, s'il vous plaît. Nous avons eu la Covid et je crois que les Camerounais peuvent comprendre que le gouvernement qui était mobilisé sur ce front, nous avons obtenu de très bons résultats. Les Camerounais peuvent comprendre que cette mobilisation-là a conduit à délaisser un peu un certain nombre de chantiers. Mais le gouvernement est revenu à l'ouvrage à ce jour. Et ce que je peux dire, c'est que le statut spécial sera certainement sur la table de l'Assemblée avant la fin de l'année et que le président de la République le promulguera probablement après les régionales. Donc le gouvernement est sur ce front, le gouvernement n'a rien laissé tomber. Pour ce qui est de la paix, je connais les initiatives du gouvernement, je ne connais pas les initiatives du camp d'en face. Parler de dialogue inclusif, c'est facile. Le grand dialogue national n'avait pas pour but de rétablir la paix au nord-ouest et au sud-ouest. À partir du moment où vous lui imputez, vous me laissez de vous c'était pour résoudre. Non, je vous en prie. On écoute le docteur. Vous me laissez développer. Lorsque on amorce une situation, cela ne signifie pas qu'on a fait le premier pas. C'était le premier pas vers. Ce n'était pas le dernier. Donc, si vous considérez que c'était le dernier pas, effectivement, vous pouvez considérer que c'était un échec. Mais c'était une amorce, c'est-à-dire que c'était le premier pas que le gouvernement a fait en faveur de la paix. Je dois rappeler ici, et vous le savez très bien, que d'autres initiatives ont été faites, des rencontres ont eu lieu entre le gouvernement et les séparatistes. Si le dialogue national, le grand dialogue national était le dernier pas, ces rencontres-là n'auraient pas eu lieu. D'autres rencontres, s'il vous plaît, d'autres rencontres, je ne l'avoue pas, vous avez toujours attribué au grand dialogue des objectifs d'application des résolutions. Vous avez toujours, s'il vous plaît, vous avez toujours attribué au grand dialogue des objectifs qui n'avaient pas, et à partir de cela, vous avez considéré que c'était un échec. Je suis désolé pour vous, vous vous trompiez. Merci, docteur Rifoué, c'est l'heure du journal. Elle est déjà là, Julienne Berthe-Bissaye. Bonsoir. Au menu ce soir, 2 titres, Julienne Berthe-Bissaye. Bonsoir Serge Alain. Ce soir, nous parlerons de cette affaire qui fait grand bruit au sein de l'opinion. Des élèves et un enseignant en détention à la prison centrale de Yaoundé pour avoir partagé sur les réseaux sociaux une épreuve du baccalauréat 2020. Vous écouterez la réaction de leur avocat dans le 20h. Et nous parlerons aussi de cette colère d'un député du FSNC à Maroua. L'honorable Salmana Amadou Ali s'insurge où il critique les travaux de bricolage des routes engagés par le maire de la ville en vue d'accueillir des membres du gouvernement qui séjournent dans la ville de Maroua après l'effondrement du pont Pallard. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du 20h de Julienne Berthe-Bissaye. Développement dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve après une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de Victoire Tchoupo du PCRN, Dr Rifoué du RDPC, Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front et Willy Mengue du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Willy Mengue du MRC. Et il est également là, Victoire Tchoupo, PCRN, Dr Rifoué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front. Jean-Robert Wafo, vous habitez la ville de Douala et vous avez vu sûrement ces images qui nous venaient de Bonassama sont tombées dans votre téléphone. Hein? Une décision du préfet de Vouri qui désignait Camille Tanko Amadou comme chef 3e degré de ce côté-là dans un village, à côté de Bonassama, fait sortir les populations Sawa. Avant de répondre à cette question, je vais juste faire une petite précision par rapport à la première thématique. Non, je vous en prie, restons, on va revenir. Bon, d'accord, on reviendra. L'émission à ses canons. On va revenir. Bon, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, du côté de Bonabéry, c'est vraiment désolant. Désolant, pourquoi? C'est désolant parce que des villes comme Douala et Yaoundé ne peuvent pas être considérées comme toutes les autres villes du Cameroun.
Un statut particulier. Un peu comme à Washington, non? Washington DC. C'est des statuts particuliers parce que c'est l'État du Cameroun qui a décidé de faire de Yaoundé, par exemple, un centre, dans la capitale politique, donc le centre de production des services. Et de Douala, le centre de production des richesses. Et vous allez bien constater que moins il y a de PIB, moins il y a d'exode rural ou de démographie. L'État du Cameroun aurait pu choisir Boya ou Limbe, que Douala n'aurait pas eu cette même attractivité. La même attractivité. Parce qu'il faut qu'on fasse très attention. Je suis d'accord qu'on puisse respecter, puisqu'on a trouvé dans justement ça, est-ce qu'on perd... Qu'on puisse respecter, je suis d'accord, c'est-à-dire que qu'on respecte, n'est-ce pas, leur culture, leur valeurs traditionnelles, etc. Et d'ailleurs, c'est même ce qui se fait. Même au niveau des entreprises, vous allez voir, au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises, vous allez voir. C'est-à-dire que les fils, par exemple, Douala, chaque fois qu'une entreprise s'installe à Douala, il y a un certain nombre d'avantages, il y a un quota qui leur est dévolu dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Bon, mais les gens doivent comprendre que toute médaille a un revers. Toute médaille a un revers. Vous ne pouvez pas accepter la médaille et ne pas accepter le revers. Le revers, c'est quoi? C'est parce que les gens se sont déplacés en masse. Parce qu'il y a cet exode rural. Les gens sont partis de partout pour venir à Douala, créer des richesses à Douala, que Douala a un PIB de 3090 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, vous allez voir des gens en train de se battre pour que les routes passent dans leur village. Mais si les routes passent, vous n'allez plus les voir dans les grandes villes, parce qu'on dit souvent que quand la route passe, le développement suit. Mais le Cameroun, c'est-à-dire que l'État du Cameroun a décidé de faire de Douala un centre de production des richesses. Et bien évidemment, ça ne peut être qu'attractif. Donc, parce que ce qui s'est passé là, à Bonabéry, c'est extrêmement dangereux pour notre vivre ensemble. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se régler, pas au vu aussi de tout le monde. Et les gens doivent comprendre décidément dans ce pays que le Cameroun a 3 crises. Première crise, c'est la crise du Nozo. Deuxième crise, c'est la gouvernance. Troisième crise, c'est le tribalisme, avec tout ce que ça comporte comme dessin inavoué projeté sur notre vivre ensemble. Et c'est là où la commission Moussongué devrait intervenir. C'est là où cette commission devrait intervenir. Même, j'ai comme l'impression que cette commission ne fonctionne pas normalement. Parce qu'elle aurait dû se prononcer, par exemple, j'ai vu dans les réseaux sociaux. Mais j'espère que vous aussi, plusieurs personnes ont vu le mémorandum, un certain mémorandum des savoirs. Mais quand vous lisez ce mémorandum, vous avez froid au dos. Ils disent qu'il faut un certain nombre de ci, un certain nombre de ça, des postes qui doivent leur être réservés, etc., etc., etc. Bon, si maintenant tout le monde quitte Douala, si les gens quittent Douala avec leur richesse, que deviendra Douala? Non, c'est parce que l'État du Cameroun a choisi Douala comme étant le centre de production des richesses. On aurait pu choisir Limbe, qui est un port, ou alors Kribi. Tout comme l'État du Cameroun a choisi Yaoundé comme capitale politique dans le centre de production des services. Donc on aurait pu choisir Bafia. Donc les gens ne doivent pas prendre l'exemple sur d'autres villes pour dire Douala est ci, Douala est ça, Douala appartient, que c'est les halogènes et tout. Il faut arrêter, il faut cesser avec ce discours néo-nazi. Il faut stopper ça. Parce que, monsieur Salaro, est-ce qu'on a choisi donc de naître, par exemple, ceux qui disent qu'ils sont Douala, j'ai du respect pour eux, pour leur tradition, mais est-ce qu'ils ont choisi de naître ici? Est-ce que, quand l'État a décidé de faire de Douala le centre de production de la richesse nationale, mais est-ce que ceux qui parlent là, aujourd'hui, vivaient avant? Ils ne vivaient pas à l'époque. Pourquoi à l'époque, il n'y avait pas cela? Donc, ils doivent comprendre une chose. Moins une ville a un PIB important, moins il est attractif. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas accepter la médaille
tout en refusant son revers. Ok, voilà, on va s'en tenir là. D'abord, je commence par vous, Victoire. Il dit, le maire Wafo, que ce qui s'est passé aujourd'hui est extrêmement dangereux. Oui, c'est extrêmement... Pour le vivre ensemble. C'est extrêmement dangereux pour le vivre ensemble. C'est extrêmement dangereux pour le vivre ensemble. Et cela reflète juste l'échec du régime en place, l'échec du RDPC, qui n'a pas pu encadrer ce vivre ensemble-là, et que l'élite pille, vole, fait ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, les populations sont obligées de courir après les miettes. C'est le régime en place de RDPC qui est à l'origine de ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, au PCRN, avec l'honorable président Kabalibi, nous parlons du fédéralisme communautaire qui va permettre à ce que les communautés puissent se fédérer, les ethnies puissent se fédérer, et que l'autonomie que nous allons accorder aux différentes régions, aux régions identitaires, c'est comme ça que nous appelons, vont les permettre de choisir non seulement d'autogérer ce qui concerne les litiges fonciers ou les problèmes et tout, mais aussi empêcher à ce que cette élite qui pille depuis plus de 60 ans aujourd'hui, on peut dire 60 ans puisque c'est toute une continuité. Okay. C'est le RDPC qui est à l'origine de ce qui est aujourd'hui. C'est dangereux quand on voit déjà. Mais bon, maintenant, le bémol c'est quoi? Si les populations du Douala, s'il faut dire comme ça, préfèrent ne pas utiliser les termes que nous avons l'habitude d'utiliser, autochtones, allogènes, qui n'ont pas, pour moi, peut-être pas vraiment de sens. Ces thèmes sont là aujourd'hui, c'est depuis quelques années déjà. Avant, on ne parle pas de ça. Si on a permis à ce que les gens puissent... 196. Oui, mais j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Je ne refuse pas, mais j'ai dit ceci, n'est-ce pas? C'est deux thèmes. C'est deux thèmes dans le... Je suis d'accord avec vous. Deux thèmes extrêmement nocifs pour notre vivre ensemble. Effectivement. C'est comme si les gens ont même projeté un dessin inavoué. Voilà. Et ça date de quelques années, ça date de quelques années seulement déjà. Donc ça veut dire que le régime en place a échoué, l'élite s'est accaparée de tous les biens, de toutes les ressources, de tout, et les populations sont obligées de courir après les petits postes, et les petits postes traditionnels et tout. Et aussi, il faut que nous il faut que les populations comprennent, les populations de Douala, communément appelées autochtones, puisque même le mot autochtone, quand on entre dans le fond, c'est très compliqué. On ne sait pas qui est autochtone, qui est allogène. S'il faut le dire, et les populations de Douala ont permis à ce que les gens puissent s'installer, un peu comme le même Wafo disait tout à l'heure. L'exode rural a permis à ce que les populations venant d'ailleurs puissent être peut-être très nombreux à Douala, très nombreuses à Douala. Et du coup, ça fait qu'ils sont obligés de participer à la gestion de la cité, à la gestion de leur zone. Mais parlant de Bonassama, vous savez que c'est depuis la fin 1800, il y a des populations à Oussa qui s'y habitent déjà. Ça veut dire qu'ils sont déjà bien intégrés dans la culture, les us et coutumes des populations là. C'est pour ça que je dis c'est extrêmement dangereux. Ce qui se passe là, la commission Moussonguin est interpellée. C'est donc pour ça que nous insistons beaucoup sur, si vous permettez que je chute, c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur le fédéralisme communautaire, puisqu'il n'y a que cette forme de l'État-là qui va pouvoir faire fédérer les communautés et vu ce que nous allons mettre dedans, puisque la forme de l'État, l'essentiel n'est pas seulement de dire qu'on va appliquer le fédéralisme. Qu'est-ce que nous mettons là-dedans? Ce que nous mettons dedans, c'est l'autonomie que nous allons accorder à ces différentes régions communautaires ou identitaires que nous allons définir. Ok, voilà. Docteur Ifoui, pour ceux qui nous regardent en ce moment, que se passe-t-il réellement du côté de Bonassama? Bon, réellement, je ne sais pas si je peux vous expliquer. J'ai vu comme vous... non, ça n'est pas parti d'aujourd'hui, hein, docteur. Oui, j'ai vu comme vous. Je commence par... je commence par le fait immédiat. J'ai vu comme vous les images de cette marche qui fait suite, de cette manifestation, qui fait suite à la désignation de Tanko Camille, je crois. Oui, Camille Tanko Amadou. Voilà, comme chef de 3e degré. C'est effectivement une situation qui nous interpelle tous, parce que ça pose le problème, ça repose le problème, pas du vivre ensemble, mais du bien vivre ensemble, qui suppose effectivement... Bien vivre ensemble. Oui, bien vivre ensemble. Un nouveau concept. Oui, parce Docteur que... en principe, on vit déjà ensemble. Oui, mais maintenant il faut bien vivre ensemble. Oui. C'est-à-dire vivre ensemble dans une situation où on se tolère et on s'accepte.
Okay. Ce qui suppose justement dans une ville comme Douala que les spécificités culturelles des locaux soient prises en compte sans que ça ne déteigne sur l'attractivité de la ville, l'attractivité que ce soit interne ou externe, parce que Douala n'a pas seulement vocation à rayonner sur le triangle national, Douala a vocation à rayonner sur l'Afrique centrale. Donc il y a un effet d'attrait qui fait que les populations locales se sentiront toujours minoritaires. Donc il s'agit de savoir comment gérer ce phénomène structurel qui fait que les populations locales seront minoritaires et continueront à être davantage moins nombreuses à l'avenir, parce que cette situation ne va absolument pas s'inverser. C'est une problématique complexe. Je dis c'est une problématique... Vous utilisez le terme complexe. Oui, je préfère dire... Jean-Robert Wafo dit que c'est très dangereux. Moi, je préfère dire que c'est une problématique complexe parce que si le problème est bien posé, les solutions que les uns et les autres proposent ne sont pas souvent à la hauteur. Je vais commencer par le fédéralisme communautaire qu'on nous propose au PCRN. Il y a un État en Afrique qui expérimente le fédéralisme communautaire. Hein. Cet État s'appelle l'Éthiopie. Et en Éthiopie, aujourd'hui, vous avez 1 million de déplacés. Vous avez des pogroms à n'en plus finir. Personne n'en parle. On en parle très peu. D'ailleurs, le Premier ministre a reçu un prix Nobel. Mais sa propre région est une région autonomiste et séparatiste. Nonobstant le fédéralisme communautaire, parce que justement, ce qui s'est passé en Éthiopie, c'est qu'en dans un certain nombre d'États, vous avez des populations minoritaires. Et les populations majoritaires ont tendance à s'en prendre aux populations minoritaires. Or, c'est la situation qui arriverait ici si on mettait en place le fédéralisme communautaire. C'est pour ça que le SDF est pour le fédéralisme tout court. Bon. Sur la base, peut-être, retour à 61, c'est possible. Ou sur les contours des 10 régions actuelles, le peuple décidera, mais il faut le fédéralisme parce que le jacobinisme a échoué. La décentralisation est morne, il faut redistribuer les richesses à la base. Je crois que j'ai encore la parole. Merci Serge Alain. Il faut que les élus locaux soient les acteurs les plus importants parce que dans la décentralisation, c'est le fonctionnaire qui est l'acteur principal et c'est lui qui décide de tout. Nous parlons là de vivre ensemble. Je n'ai pas le sentiment que quand vous faisiez la promotion du fédéralisme en première partie d'émission, c'était pour nous dire que le fédéralisme était une solution pour régler le problème du tribalisme. Hein. Vous l'avez présenté en parlant de la corruption, en excipant les 1920 milliards qui avaient été volés. Je tiens à vous rappeler, vous me laissez terminer, je tiens à vous rappeler que le Nigeria qui est à côté est un pays fédéral. On y vole beaucoup plus qu'au Cameroun. La corruption y est systémique. Mais c'est ce que vous dites. C'est un exemple. Prenez l'exemple de la Suisse. C'est justement pour vous dire... Prenez l'exemple de la Suisse. Prenez l'exemple de l'Allemagne. C'est ce que vous dites. C'est une affirmation gratuite. Et puisque vous ne vous basez... Prenez l'exemple du Canada. La corruption au Nigeria est beaucoup plus élevée qu'au Cameroun. Non, j'attendais que vous dites autre chose que de parler de la corruption au Nigeria. J'attendais que vous dites autre chose, peut-être parlant... Je vous en prie, Victoire. Je répondais... En termes de proportion, la corruption est plus élevée au Cameroun. Jean-Robert Wafo. Ce n'est pas vrai. Et vous le savez. Donc, ce que je dis, c'est pour le vivre ensemble, il y a effectivement un problème qui concerne particulièrement Yaoundé et Douala, qui sont des villes métropoles au sein desquelles nous avons des populations qui, parce qu'elles sont accueillantes et aussi par le fait du colon et par la suite par le fait de l'État, ont accueilli les autres populations. Donc, est-ce qu'il faut... C'est l'élite. C'est l'État qui a décidé. Jean-Robert Wafo, je vous en prie, pas à tous les coups. S'il vous plaît. Attention. En 1800, quand on a établi le premier comptoir colonial à Douala, l'État n'existait pas. Donc je dis bien, c'était d'abord par le fait du colon, ensuite par le fait de l'État du Cameroun. Voilà. L'État surtout. Là, c'est bien dit. Donc, ce que je dis, c'est, vous avez ces villes. Ce qui se passe, c'est que ces populations, les populations locales, elles ne peuvent pas aller en exode puisque la zone attractive, c'est chez elles. Donc, je comprends qu'elles se plaignent en se disant, certains peuvent venir être sur certains postes en compétition chez nous, avec nous, alors que nous, il ne nous arrivera pas ou il est pratiquement improbable que nous, on aille aussi être en compétition avec elles, chez elles. Donc, je comprends cette réserve-là. Mais, je dis, il faut qu'on trouve un moyen terme qui permette de concilier ces intérêts parce que ce serait une double peine si ces populations doivent être sur certains postes en compétition avec des personnes qui viennent d'ailleurs, alors qu'elles ne peuvent pas être en compétition ailleurs avec ces... Et la notion d'intégration nationale. Oui, mais l'intégration ne signifie pas
justement qu'il faille léser certains au Non, profit des est-ce autres. qu'on est intégré ou pas? On devient intégré quelque part au Cameroun ou pas? Mais je vais vous prendre un exemple d'intégration dans la ville de Douala. Oui. Le maire Fampouda Gobert, il est décédé, on l'a enterré ici. Oui. C'est un Doualais. Je pense que même sa fille ne vous dira jamais qu'elle est de l'Ouest. Hein. Ce sont des Doualais, c'est-à-dire qu'ils sont de Douala. Je vais vous prendre un autre exemple qui est un exemple plus lointain. Mandessi Bel. Oui. Il a été adopté par son père qui était un roi, mais il venait de l'Ouest. C'est un prince, sa branche familiale est une branche chez les Belles. Sauf que, petite précision, cette branche-là ne peut jamais aspirer au trône. Pourquoi? Parce qu'on considère quand même que même si c'est un enfant du village, même si c'est un enfant du roi, c'est un enfant qui vient d'ailleurs. Donc, ce sont des situations qu'on a déjà connues. Moi, je dis, c'est une situation complexe. Il faut pouvoir la gérer en conciliant des intérêts qui sont en apparence contradictoires. C'est-à-dire préserver les intérêts des locaux sans que ces deux villes, c'est-à-dire Yaoundé et Douala, ne perdent en attractivité. Ok. Willem Mengue, sur cette situation d'intégration qui... la décision du préfet qui fait sortir les populations. On conteste, hein, de notre thématique, là, contestation. Un membre du collège électoral qui est fortement contesté de ce côté. C'est-à-dire un bruit d'avant-guerre. Bon, moi, je dirais, je crois qu'on s'embrouille un peu quelque part là, pas nous sur le plateau, mais ce qui se passe sur le terrain, parce qu'en fait, le préambule de la Constitution de la République est clair. C'est-à-dire tout citoyen camerounais, d'où qu'il soit, a la liberté de s'installer en tout lieu, en tout temps, sur l'ensemble du territoire national, en jouissant de tous ses droits, y compris les droits politiques. Non, on ne lui conteste pas. On ne conteste pas Justement. à Camille l'installation à BCK. Non, justement. C'est le fait d'avoir fait que l'administration ait fait de lui un chef. Oui, tout le problème. Oui, le problème, bon, peut-être degré, bon, peut-être qu'il n'a pas hérité, peut-être le modèle de désignation des chefs. Vous voyez, c'est pas le seul cas. Le seul cas n'est pas dans cette entité territoriale de ce côté-là. On a sur la carte des chefferies au Cameroun, il y a plusieurs chefferies qui ont même connu des crises, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, parce qu'en fait, les communautés attachées à cette chefferie contestaient le fait que l'autorité administrative vienne peut-être interférer sur le choix. Ça, c'est parce qu'il y a une absence de procédure ou de légalité très claire là-dessus. D'un côté, vous allez voir que bon, les chefferies héritées, les populations adhèrent. De l'autre côté, l'autorité vient peut-être à désigner, ça peut constituer un couac, comme c'est le cas aujourd'hui. Sauf que, au-delà de cet aspect, il y a un autre problème. Quand on a bien lu, si vous avez bien lu les griefs que les Sawa, qu'ils ont évoqués aujourd'hui, vous voyez, ils évoquent un problème que je voulais peut-être faire sortir tout à l'heure, c'est-à-dire en fait l'incapacité pour notre société d'admettre la présence des étrangers ici ou là avec des responsabilités politiques. Or, je le dis très bien, la Constitution est très claire. Vous pouvez arriver, vous, monsieur Tour, vous n'avez pas de base sociologique à Douala, X ou à Yaoundé, Y, mais peut-être votre notoriété établie dans le temps peut vous permettre de porter des responsabilités politiques, c'est-à-dire peut-être désigner peut-être chef, ou alors pourquoi pas peut-être maire dans la localité. Alors vous n'êtes pas de là. Ça veut dire qu'en fait, d'un côté de la balance, nous avons la nécessité de construire l'unité nationale, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte, l'intégrité, le vivre ensemble, la cohésion sociale, tous ces éléments. De l'autre côté, il y a aussi la nécessité peut-être de préserver l'identité culturelle et de faire promouvoir les fils d'ici ou de là. Sauf que le fait qu'on soit autochtone ne vous donne pas le droit d'aller dormir. Autochtone entre guillemets, bien sûr. Oui, bien sûr, d'aller dormir, parce qu'en fait, quand l'enjeu viendra, que vous avez dormi, celui qui s'est implanté et qui est plus apte par rapport aux préoccupations politiques qui s'imposent, il peut s'approprier cette posture. C'est cela qu'il est question. Donc, on ne devait pas se retrouver aujourd'hui dans des écueils comme ce qu'on a vécu aujourd'hui. Parce qu'en fait, allogène et
autochtones, il y a un problème par rapport à l'unité nationale. Il faut lever ces éléments-là au niveau de notre... Je reste avec vous, Willy Mengue, 7 membres du gouvernement qui arrivent à Marois, dans le département du Diamaré. Il y a un député FSNC qui lance son coup de gueule parce que le maire de la ville a fait du... il apparaît au PC. Voilà, il apparaît au PC pour embellir, entre guillemets, la ville, du fait de la présence de ces membres du gouvernement. Ouais, justement, il y a des clichés qui ressortent à travers ce scénario-là. C'est un scénario? Oui, bien sûr, c'est un scénario. Ça me rappelle celui de... Il y a 8 ou 9 ans, toujours, c'était les années d'inondation. Lorsque la Bénou était sortie de ses eaux, il y a eu de grandes inondations de ce côté-là. On a vu M. Biya s'y rendre et tout, Matela et autres, il a promis la digue qui n'a jamais été érigée jusqu'à aujourd'hui. Alors, le pont de Pola-Marois s'effondre. Il faut déjà interroger, ça c'est très important, c'est-à-dire, il faut déjà interroger la capacité pour le gouvernement actuel dans les projets de développement, de faire de la bonne prestation, les infrastructures, la qualité des infrastructures. On ne peut pas permettre que les Camerounais, regardez, ils sont exigeants aujourd'hui. On ne peut pas permettre que les Camerounais qui aiment bien les belles villas, les belles voitures, mais la qualité des infrastructures publiques reste vétuste. Le pont de Pola, qui a sauté dû aux inondations, posait déjà un problème. Il posait un problème comme les fissures qu'il y avait à Magnaï, sur cet axe, la nation numéro 3, il y a quelques années, avec l'effondrement. Comme actuellement, la route Ayos... Ayos-Bonis, qui n'a même pas encore été livré, qui a des nids de poules un peu partout, alors que c'est 5 ou 6 ans qu'on l'a. Il faut comprendre que la gouvernance sur les infrastructures publiques a un problème de prestation. On doit pouvoir ressentir l'impact du patriotisme quand le gouvernement exécute les projets tels que les infrastructures comme cela. Alors il y a ce problème. Il y a un autre cliché qui est très important. On voit 7 membres du gouvernement qui se rendent à Pola, à Marois, pendant, je pense que c'est 5 jours, au moins j'ai vu, c'est 4 ou 5 jours, à bord d'un avion affrété par Ethiopian Airlines. Ça, c'est un problème. Mais également, ils sont tellement nombreux. Par rapport à ça... Qu'est-ce qui fait problème? Non, il y a un problème. Il devrait être affrété par Cameroon Airlines, ou Camerco, comme on appelle, où est partie la flotte. Avions, voilà. Où est la flotte. Ils sont embarqués à bord d'Ethiopian Airlines, qui aujourd'hui est la première destination au niveau de l'Afrique en termes de la flotte haute. Malheureusement, la flotte de Camerco, on ne sait pas où elle est partie. C'est un cliché qui marque l'opinion nationale et internationale. L'autre, c'est qu'est-ce que les 7 ministres iront faire? Ils iront faire une évaluation des dégâts. On n'a pas besoin de 7 ministres pendant 4 jours en déplacement pour évaluer ce qui a été fait. Ils sont en villégiature ou ce que vous voulez dire? Ça, c'est juste l'un des problèmes que nous avons dans la gouvernance publique au niveau du Cameroun. L'argent qu'on a dépensé par rapport à leur visite aurait déjà pu permettre de se constituer une enveloppe qui permet, n'est-ce pas, de refaire ce pont. De lancer les travaux même. De lancer immédiatement, dans l'urgence, les travaux, avec une convenance de temps, puisque c'est un pont vétuste. Mais ils vont faire le constat, puis ils reviennent. Non? Ils sont jusqu'à 7. Je dis que c'est énorme. 7, c'est énorme. C'est énorme. Juste le ministre des Travaux publics, par exemple, pouvait se rendre sur place avec le gouverneur de la région. Il devait évaluer avec un service technique. En 1 ou 2 jours, il rentre et directement les travaux. Le ministre de l'administration territoriale a aussi sa place dans cette délégation. Il ne construit pas les ponts. Non, il y a la population qui est... Sauf il y a eu inondation. Il y a inondation. Le gouverneur est peut-être mieux placé pour apporter un discours de réconfort aux populations. Ce qu'on a peut-être... Ce qui nous manque encore dans cette projet, c'est que peut-être on n'a pas encore vu les matelas et les morceaux de savon, puisque c'est devenu la rhétorique, c'est-à-dire dès qu'il y a un malaise quelque part, il y a une crise, on apporte des matelas et des savons, comme si les matelas et les savons vont permettre de construire les infrastructures qui sont aujourd'hui un problème pour le Cameroun. Voilà pourquoi il faut penser à un aménagement territorial stratégique pour le cas du Cameroun, à partir du plan national d'urbanisme, qui à la limite n'existe pas. C'est-à-dire on fait des choses dans le définitivement provisoire. C'est un gros problème. Ok, voilà, Victoire, vous, sur cette descente
7 membres du gouvernement, oui, je pense les dégâts, monsieur les fondements. Il faut relever deux aspects. Le premier aspect, c'est les 7 personnes. Le budget, quel est le budget de leur déplacement? Puisque quand on déplace 7 personnes, il faut aussi relever le déplacement avec Ethiopian Airlines, ce qui est très grave, c'est une honte. Je pense que quand j'ai vu ces images, j'ai dû couler quelques... Mais comment ils devaient faire? Vous vouliez qu'ils se rendent là? Non, pourquoi Kamel Koué aujourd'hui tué? C'était quand même une compagnie qui nous donnait une certaine notoriété. Une fierté nationale. Une fierté nationale, on peut dire comme ça. Fierté nationale, mais aujourd'hui, un déplacement à l'intérieur du pays, à bord d'Éthiopie, là, c'est grave. Ce sont des choses très graves qui peut-être il y a 40 ans, on ne voyait pas. Je parle 40 ans, puisque avant l'arrivée de M. Paul Biya au pouvoir en 82, il n'y avait pas ces choses-là. Donc, c'est tellement grave. Je ne sais pas comment on peut qualifier cela. Maintenant, le budget qui a été mis à leur disposition et le député relève les travaux provisoires pour les accueillir. Ils viennent faire... On les accueille, pourquoi? Pourquoi faire ces travaux maintenant, cet argent, est-ce qu'il ne fallait pas faire des choses qui devaient servir à long terme? On fait des trucs, on va faire du bricolage. Et après quoi? On est au Cameroun, on est habitué à faire du bricolage, du provisoire. Je pense que je me rappelle une descente du chef de l'État au pont du Vouri, où on avait pratiquement dépensé des centaines de millions. Je ne sais pas, pour faire une gendarmerie ou des choses là. Et après, on a tout détruit. Ce dont on l'avait accueilli avec. L'inauguration du second pont. Mais c'est très grave. Non, je pense que c'était même la pose de la première pierre pour le second pont. Le deuxième pont. Oui. C'était des centaines de millions qu'on avait dépensé. Donc vous avez un problème avec la gendarmerie qui a été construite de ce côté-là? Non, pas seulement la gendarmerie. J'ai dit les dépenses pour l'accueil du chef de l'État étaient des centaines de millions déjà. Et du coup, ce sont des choses, c'est de l'argent dépensé comme ça. Et c'est donc pour ça que le problème au Cameroun, c'est le problème de son élite, comme Charles Yateba Yéné disait. C'est-à-dire qu'on dépense l'argent de l'État bêtement, on dépense comme il veut, chacun essaie de faire comme si c'était les caisses, il ne sait pas trop, comme si c'était des caisses personnelles. Et ça, ce sont des choses très graves. Voilà. Donc, le problème au Cameroun, si vous permettez que je puisse chuter, c'est son élite, c'est le gouvernement, c'est le régime qui a, quand s'il faut faire des choses provisoires, le pont a chuté. Et quand on construit un pont, c'est un nombre d'années. Absolument. Ça veut dire que quand cette année, quand cette période approche déjà, on se prépare déjà à remplacer le pont. Mais quand on ne remplace pas, on laisse le pont chuter, les inondations. J'espère qu'ils ne vont pas dire que c'est une catastrophe naturelle, puisque les inondations au Cameroun n'ont jamais été des catastrophes naturelles. Les inondations au Cameroun, c'est parce que l'État a permis aux gens de s'installer n'importe comment, le point d'urbanisation qui est très grave, désordonné et tout. Oui, on va écouter le coup, la sommaire de Jean-Robert Wafo. Vous êtes un peu dit que... Jean-Robert Wafo, vous avez dit que c'est le membre du gouvernement pour évaluer. Le problème du Cameroun, c'est la gouvernance. Oui. Je vous ai longtemps dit cela. Toujours la gouvernance. Il a parlé, n'est-ce pas, du taux d'amortissement des ouvrages. C'est connu, ça se calcule, on sait la durée. On sait à quelle période, donc justement, il faut soit renforcer un pont. Et pourquoi non renforcer? On peut faire d'autres ponts. Parce qu'il n'est pas quand même normal qu'un axe comme Maroua, Mora, Kousseri soit réglé par un seul pont. C'est quand même incroyable. C'est un pont qui date, je crois, des années 60. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais à quoi sert, par exemple, la direction de la protection civile au niveau du MINAT? Ça sert à quoi? Des experts ont fait comprendre que sur toutes nos nationales, que c'est Dieu qui sauve le Cameroun. mais c'est ce quand le pont de Maniaï s'est écroulé, ils ont fait comprendre que tous les ouvrages là, étaient en état de vétusté très avancé. Ça n'a rien dit aux gens. Mais écoutez, on a bien envie de se demander, mais finalement, ils se moquent de qui? Et comme vous dites, ils prennent Ethiopian Airlines. Quelle honte. C'est une honte. Et vous avez vu les images? Vous avez vu le tarmac fissuré partout. Mais les députés du FSNC, c'est vrai qu'ils sont de la majorité gouvernementale. Donc, ils auraient dû se concentrer d'abord entre eux. Mais il a raison. Regardez le tarmac, regardez les images. Ça, c'est un tarmac. Ils sont arrivés. Mais... Ah bon? Vous avez dit qu'ils sont arrivés. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Combien d'avions vont alors se déposer là pendant un certain Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que il m'est revenu une chose.
le président de la République, quand il faisait sa campagne, c'était en 2018. Il a lancé sa campagne. Il a lancé sa campagne. Il est arrivé donc à l'aéroport, le temps de se rendre là où il devait faire son meeting. Mais c'est à peine s'il voyait, n'est-ce pas, les véhicules devant lui, parce qu'il y avait tellement de poussière. Pourtant, le maire, à l'époque, a pris de l'argent, je crois que c'est le délégué du gouvernement, ils ont pris de l'argent pour dire qu'ils devaient donc aménager les routes. Résultat de course, il n'a même pas pu dormir là-bas. Donc, c'est toujours un Marois. Mais écoutez... C'était à l'extrême, non, moi je pense bien. Mais c'était à Marois. C'était à Marois. Donc, c'est pour vous dire quoi? Et je vous l'ai toujours dit, ce qui se passe dans ce pays, tout se passe comme si tous ceux qui nous gouvernent ne croient même plus au président Biya. Ils pensent à autre chose. C'est l'après-Biya. Ils doivent accumuler pour préparer le grand soir. C'est de ça qu'il est question. Tout ce budget, vous allez voir, et le député est dans son rôle. Il doit contrôler l'action de l'exécutif. Il est dans son rôle. C'est-à-dire, le rôle du député, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Le gouvernement, ce n'est pas seulement à Yaoundé. Il y a aussi l'exécutif communal. Tout ça, ça fait partie de... Voilà. Quand un député de la majorité... Donc, c'est tout à fait normal qu'il monte au créneau pour dire qu'est-ce qu'il ne veut pas. Et puis, quand un tarmac est mauvais, est en mauvais état, mais il y a risque de crash. Hein. Effectivement, décollage surtout. Au décollage et même à l'atterrissage. Parce que les pneus peuvent s'éclater. Alors vous rendez compte que, bon, 7 ministres quand même. 7 ministres. Donc pour vous, mais c'est pour faire quoi? Mais est-ce qu'il n'y a pas de service déconcentré de l'État là-bas? Un ministre pouvait descendre pour représenter l'ensemble du gouvernement. Et il se fait accueillir par le préfet et par les délégués régionaux. Ils expliquent donc la situation. Et puis bon, il attend les rapports. C'est pas ces ministres qui vont faire des rapports là-bas. Bon, sauf si tous sont des ingénieurs. Mais à ce que je sache, bon, il y en a qui n'ont jamais fait l'ingénierie. Bon, c'est un problème de quoi? Parce que c'est encore l'argent du contribuable qu'on va bouffer, puisque le transport, à combien on a loué cet avion? Quels sont les frais de location? L'hébergement, ça va coûter combien? Pendant 4 jours. Les frais de mission, ça va coûter combien? Donc vous imaginez 4 jours. On aurait pu quand même utiliser cet argent pour essayer donc de faire les premiers secours aux populations. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Si c'est pour les populations, bon, ils n'ont qu'à foutre devant eux. Hein. Parce que ce qui les intéresse, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est accumuler pour le grand soir. Voilà, docteur Ifoué, je crois que vous êtes quand même d'accord avec les autres que cette délégation effective pléthorique. Oui, écoutez, les inondations dans le septentrion sont récurrentes. Et pour y faire face, le gouvernement a mis en place le PULSI, le programme d'urgence pour la lutte contre les inondations. C'est un programme important, je crois, qui est doté de 56 milliards, si ma mémoire ne me fait pas détour. Donc le gouvernement a toujours été sensible à la question des inondations dans cette zone-là. Et 56 milliards. Oui, je crois. Je peux me tromper. Non, je peux me tromper. Vous renforcez, c'est ça. Voilà, ok. Donc, on a fait quoi avec? Le gouvernement a toujours été sensible à la question des inondations dans ces zones-là. Et à la suite des pluies diluviennes de ces derniers jours, 7 membres du gouvernement se sont déplacés. Je tiens quand même à rappeler ici que les mêmes qui considèrent que la délégation gouvernementale était pléthorique ont souvent écumé les plateaux pour indiquer l'absence du gouvernement, l'absence de compassion du gouvernement à l'endroit des populations. Hein. Ce sont les mêmes. Donc c'est la compassion là-bas, alors. S'il vous plaît. C'est la compassion. S'il vous plaît. Il faut déjà manifester la présence. Il faut se déplacer pour... à votre avis, on manifeste la compassion à distance? Ah, ça veut dire que... Ça veut donc dire que comme le président de la République... Non, ça veut donc dire que comme le président de la République ne se déplace jamais, il ne manifeste donc jamais de compassion. Il faut toujours attendre qu'il y ait des catastrophes pour pouvoir intervenir. Si vous parlez des 56 milliards, s'il vous plaît, à quoi ont servi les 56 milliards? Dans quel délai? Parce qu'il y a toujours les inondations dans ces zones. S'il vous plaît. C'est des zones qui sont toujours inondées. Calmez-vous. Les 56 milliards. Calmez-vous. On écoute le docteur Ifoué.
lutter contre les inondations, vous avez des actions à divers niveaux. Vous avez des actions qui consistent à prévenir les inondations et vous avez les actions qui consistent à gérer les sinistres. Vous n'empêcherez jamais la pluie de tomber. Et dans certaines zones, il est impossible d'empêcher les inondations. Ce que le gouvernement, s'il vous plaît, ce que le gouvernement fait, c'est prévenir les dommages. Ce n'est pas empêcher que les inondations aient lieu parce que vous ne pouvez pas. Peut empêcher puisque le gouvernement ne peut pas le faire. Ce ne sont pas des Vous dites non, mais si. Un bon plan du Depuis plus de 10 ans. De drainer les eaux quand même. Ça, c'est ce que vous dites. Le problème des inondations, c'est le problème de drainage. Sauf que c'est le problème de drainage. Comment vous pouvez dire des choses de claires comme ça? Si on admet votre raisonnement, Houston, où chaque année, il pleut, il y a des inondations. Vous pensez que le gouvernement américain n'a pas prévu ça? Non, il y a des morts de manière systématique. Cette année encore, il y a eu 11 morts à Houston à la suite des inondations. Mais vous avez tout là de points de mauvais exemple. C'est un très bon exemple. Ça n'a pas de sens. Bon je n'ai pas terminé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement est descendu sur les lieux pour faire le point. On peut considérer que la délégation était très importante, mais je pense que les ministres devaient descendre sur le terrain pour faire le point parce qu'il ne s'agit pas seulement du pont. Les dommages qu'il y a eu, et je pense que vous-même vous les avez vus, concernent un certain nombre d'habitations, concernent des champs qui ont été dévastés, ainsi de suite. Donc, je suppose que les ministres, et le Premier ministre a validé cette mission, se sont dit, chacun va aller faire une évaluation dans son domaine de compétences. Cela ne signifie pas que les services déconcentrés qui sont là ne font pas leur travail. Mais c'est aussi pour montrer aux populations du nord-ouest et du sud, de l'extrême nord, qu'elles ne sont pas abandonnées et que le gouvernement est très sensible à ce qu'il s'y passe. Je vais terminer simplement en disant que le pont qui s'est effondré, le pont de Palar, c'est un pont qui permet la circulation entre le Cameroun et le Tchad. Vous avez plus de 100 camions qui passent cette route chaque jour. Donc, en termes de contribution au PIB, c'est une infrastructure importante. Et s'il vous plaît, à elle seule, elle méritait cette mobilisation. Raison pour laquelle il fallait un second pont. Merci, Willy Bengue d'être venu. Merci, monsieur le maire Jean-Robert Wafo. C'est moi qui vous remercie. Merci, Victoire. Merci beaucoup, monsieur Serge. Voilà, merci, docteur Rifoué. Merci, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. On se retrouve lundi, lorsqu'il sera 19h pour un autre rendez-vous. Et qu'il en soit émission d'utilité publique. Bonsoir, lycée Général Leclerc, génération 90. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bienvenue.